Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un épisode 100% énergie et mine ce soir. Et c'est d'actualité puisqu'à Marrakech, la deuxième édition du Congrès international des mines, ou IMC pour les initiés, vient d'acter un changement d'échelle. Le Maroc s'affirme comme un pivot de la gouvernance minière africaine dans un contexte où d'un côté le marché mondial des métaux critiques est appelé à doubler en quelques années seulement et où l'Afrique détient près d'un tiers des réserves mondiales de lithium, graphite ou autres terres rares. Digitalisation du cadastre, réforme du code minier, corridor OTC et adoption du cadre ESG africain. Et bien pour la première fois, l'Afrique écrit ses propres standards et le Royaume du Maroc en est l'architecte technique mais aussi diplomatique. En parallèle, le Maroc accélère sa transition énergétique. On en est à 45% de renouvelables, mais on reste fortement dépendant aux hydrocarbures, une dépendance lourde, il faut le dire, à 94%. Alors il y a aussi ce lancement du GNL au port Nador West Med, il y a aussi ce terminal flottant de regazéification de Jorf el Sfar qui est attendu pour 2026-2027, et bien sûr le méga projet de gazoduc Afrique-Atlantique. Dynamique qui s'inscrit aussi dans une refonte institutionnelle avec la transformation de l'ONIM en SONIM, notre future locomotive publique-privée du secteur énergétique et minier bien sûr. Et dans ce paysage énergétique toujours, une question reste aussi d'actualité, le dossier de la Samir. Et la place que pourrait jouer cette raffinerie en veille depuis 2015 dans la souveraineté énergétique, la sécurité d'approvisionnement et l'articulation avec les nouveaux flux de gaz et de produits pétroliers dans notre pays. Et conclusion, c'est un moment charnière pour le Maroc et le reste de l'Afrique avec une ambition claire et commune, transformer, tracer et valoriser ses propres ressources. Alors, comment concrètement ? Eh bien, cela tombe bien, nous avons avec nous ce soir deux experts chevronnés en la matière. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu le fondateur du cabinet Impetus Strategy, spécialisé dans les énergies hydrocarbures, Anas Abdoun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions et un plaisir renouvelé d'accueillir aussi un autre expert en hydrocarbures. Il est aussi spécialiste en la matière, Larbi Wasrine. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et donc de répondre aux nombreuses questions. Il y en a plusieurs, notamment autour de cette déclaration de la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, qui s'est exprimée en marge donc de cette IMC à Marrakech. L'Afrique est aujourd'hui le dernier réservoir de capacité productive du monde. Alors, messieurs, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le cadre ESG, donc ESG pour environnement social et gouvernance, en termes concrets, qu'est-ce que cet ESG, Larbi Wasrine ? Oui, tout d'abord, il faut rappeler que c'est la deuxième édition de l'IMC de Marrakech, après l'édition de 2024, qui avait pour objectif d'initier le Maroc sur ce terrain minier. Il faut rappeler, à mon avis, que le Maroc est un pays minier, parce que nous avons quand même des mines assez intéressantes. C'est vrai, les plus importantes réserves, c'est toujours le phosphate, bien sûr. Mais il y a d'autres mines qui sont dominées par les opérateurs privés. Le plus important, c'est Managem, bien sûr, qui opère sur plusieurs mines, l'argent, le cobalt, le zinc et l'argent, avec l'or également, mais en petite quantité. Et puis d'autres opérateurs, notamment la société qui est cotée à la bourse de Casa, CMT, qui est sur d'autres créneaux. Mais les autres opérateurs, effectivement, sont des petits opérateurs. Donc le Maroc veut effectivement capter ce potentiel de développement parce qu'il faudrait également, en termes d'importance par rapport au PIB marocain, le secteur minier contribue aux alentours de 10% de notre PIB. C'est vrai, tiré au maximum par les phosphates, mais également d'autres minerais. Ces deux dernières années, depuis l'avènement de Covid, on a vu effectivement une surchauffe incroyable à travers la planète sur les minerais. Parce que, avec le problème qu'a connu les chaînes d'approvisionnement, les chaînes planétaires, et puis l'avènement d'un certain nombre de métaux qui étaient essentiels au développement industriel, notamment tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est l'intelligence artificielle, pour le développement des cartes électroniques, etc. Il se trouve aujourd'hui que sur l'échelle planétaire, 2 ou 3 pays, effectivement, s'accaparent la majorité de ces minerais, et notamment la Chine, pour ne pas le citer.
L'IMC est venu effectivement pour tracer un nouveau cadre. Ce cadre, c'est que le Maroc a toujours eu pour vocation de s'orienter vers son continent africain pour pouvoir discuter et voir avec nos amis, nos confrères africains, comment on peut développer ensemble un cadre commun pour pouvoir développer et tirer profit de nos potentialités communes. Et c'est ça effectivement l'objectif de l'IMC. Et à mon avis, un des objectifs importants, c'est comment tracer une feuille de route d'exploitation minière qui garantit à la fois le développement durable, mais également l'exploitation dans des conditions qui offrent aux populations locales et aux pays originaires et détentrices de ces ressources de tirer le maximum profit de ces ressources naturelles. À mon avis, c'est ça l'objectif des IMC avec l'édition de 2025. Exact. Et pour rebondir sur ce que mon collègue vient de dire, c'est qu'il y a une reconfiguration géoéconomique. Et c'est la raison pour laquelle on assiste à une véritable bataille d'accaparation des ressources sur la question des minerais, qu'on appelle d'ailleurs des minerais. Les terres rares, c'est devenu des minerais stratégiques. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec l'énergie, l'idée, c'est qu'il y a un double enjeu. En réalité, d'abord, l'énergie était d'abord le vecteur de puissance des sociétés. C'était grâce à l'énergie qu'on avait un potentiel d'industrialisation. L'industrialisation apportait la croissance, le développement économique, mais aussi les enjeux de puissance. Or, avec les mutations économiques que l'on a connues, notamment sur l'économie du numérique et de la haute technologie, eh bien, les minerais sont devenus l'atout stratégique. Et dans cette rivalité un peu globale, donc je schématise, les États-Unis avaient un avantage sur l'énergie parce qu'ils étaient producteurs d'énergie par rapport à la Chine, qui est devenue le premier importateur. Sauf que quand les économies ont muté finalement sur des économies qui sont beaucoup plus, je dirais, dépendantes des minerais et des terres rares, eh bien là, l'avantage est venu à la Chine parce qu'elle détient à peu près 60% des potentiels miniers, 90% du raffinage. Et donc, il y a un déséquilibre par rapport aux États-Unis qui sont à peu près à 12 ou 13%, si ma mémoire est bonne. Et dans cette reconfiguration géoéconomique-là, arrive en fait l'enjeu de l'Afrique. L'Afrique étant détentrice d'un certain nombre de minerais et de terres rares. On cite souvent, par exemple, la République démocratique du Congo, qui a à peu près 70-75% des réserves du cobalt, mais pas seulement. On se souvient qu'en juillet dernier, l'administration Trump avait convoqué 5 chefs d'État africains qui avaient la particularité tous d'être effectivement à la tête de pays qui étaient détentrices de miniers. Et on se souvient là le contraste qu'il y avait avec la première administration Trump, où il appelait, je reprends les termes, brown states, c'est-à-dire finalement des pays qui ne comptent pas, en tout cas dans sa vision géopolitique. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est qu'en fait l'Afrique est devenue un élément de vecteur de rééquilibre entre notamment la Chine et les États-Unis sur la reconfiguration des terres rares. La deuxième chose, et c'est là où c'est intéressant ce qui est en train de se passer à Marrakech, c'est d'éviter en fait de retomber sur le schéma classique que l'on a connu ces 3 dernières décennies au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que les pays africains détiennent un certain nombre de ressources, notamment pétrolières, mais que l'ensemble de la transformation dans la chaîne des valeurs, que ce soit le raffinage, la distribution, la pétrochimie, se fasse dans le nord, par exemple à Rotterdam ou Anvers, pour ne citer que cet exemple-là. Et donc l'idée, effectivement, c'est de dire ne refaisons pas les mêmes erreurs. Nous avons un potentiel minier comme nous avons et nous avions le potentiel pétrolier, mais nous n'avons pas su l'exploiter pour dynamiser au mieux notre économie. Et donc l'idée, effectivement, c'est de déterminer un cadre qui soit légal, réglementaire, auquel les États qui doivent venir exploiter doivent s'y plier, et pas l'inverse, parce que je rappelle que jusque cette initiative-là, le cadre était inversé, c'est-à-dire qu'en fait, nous amenions des cadres finalement importés. Vous pensez que, ça c'est très important, on pourrait envisager des standards par les Africains, pour les Africains, peut-être même un marché continental. Les standards sont toujours déterminés effectivement par ceux qui maîtrisent la ressource. Tout à fait. Bien sûr, quand vous maîtrisez la ressource, mais que vous ne maîtrisez pas finalement la captation dans la chaîne de valeur, vous êtes plus en porte-à-faux dans vos négociations. Et c'est là où, à mon sens, le Maroc a un rôle à jouer, parce que d'une part, il a effectivement, et ça a été rappelé par mon collègue, ce potentiel minier, ce savoir-faire minier, mais aussi dans la logistique de la chaîne de valeur, par exemple sur les infrastructures portuaires pour tout ce qui est l'importation-exportation. On parle par exemple de CFC comme une place de négoce qui soit importante. Et donc, il faut effectivement penser l'ensemble de ce schéma. L'idée étant d'avoir le potentiel minier, il faut le transformer et faire de la valeur ajoutée au continent et non pas qu'elle soit délocalisée comme ce fut souvent le cas. Mais comment tirer les fonds internationaux vers ce cadre africain encore émergent, encore balbutiant? Oui, c'est juste situer la problématique effectivement de l'exploitation minière. Tout à fait. Aujourd'hui, la présence de la Chine sur le continent, je vous donne un exemple, la Zambie, où la Chine donne des dettes en contrepartie des ressources minières.
en RDC, en République démocratique du Congo, c'est le même phénomène. C'est-à-dire, pour que la Chine vous emprunte à développer une infrastructure, notamment, et à titre de rappel, je rappelle la route de la soie, qui est effectivement une initiative chinoise pour développer l'infrastructure logistique, que ce soit des ports, des chemins de fer et des routes, mais en contrepartie de cela, la Chine avait accès effectivement à ces ressources minières. Et beaucoup de pays africains aujourd'hui se retrouvent très endettés vis-à-vis de leurs emprunteurs chinois, mais en contrepartie, ils leur donnent effectivement l'accès privilégié à ces ressources minières. Ça, à mon avis, c'est une problématique importante. La majorité des pays africains qui ont ces ressources minières, malheureusement, n'ont pas les moyens nécessaires pour développer ces gisements. C'est pour cela que l'essentiel est exporté, et c'est un phénomène qui revient tout le temps, à base brute. Et la valeur ajoutée, malheureusement, qui est créée à partir des mines à base brute est très faible. Nous, au Maroc, on a eu ces phénomènes pendant des années avec le phosphate. Avant que l'OCP effectivement change de stratégie, en intégrant des filières ou des filiales destinées à développer davantage des dérivés de phosphate à haute valeur ajoutée, les acides phosphoriques, les concentrés à base de phosphate. Et là, effectivement, on a vu que la valeur ajoutée a permis à l'OCP de dégager beaucoup plus d'avantages et de valeur ajoutée par rapport à ces produits. Et ce phénomène, effectivement, à mon avis, c'est très important. On peut le multiplier pour le constater sur tout le continent par rapport aux différentes minerais et ressources naturelles qui existent au continent. Juste un dernier point, c'est que par rapport à la RDC, on a vu comment, sur le plan politique, l'administration Trump a usé et abusé de son poids politique pour imposer un cessez-le-feu entre le gouvernement central à Kinshasa et puis le mouvement M23 qui était de l'autre côté des frontières avec le Rwanda, pas par amitié, c'est par intérêt dans les ressources naturelles exceptionnelles dont regorge la RDC. Mais vous avez parlé de l'exemple du groupe marocain OCP. Quels sont les leviers peut-être pour accélérer ces transformations locales au lieu d'exporter du brut? À mon avis, c'est un cas d'école. Pendant des années, personne n'est jamais venu nous dire on pouvait faire mieux avec notre phosphate brut. On a toujours exporté de la roche brute. Mais à un moment, il avait une nouvelle vision, une nouvelle approche. Un monsieur qui est venu, il faut le rendre tout l'hommage à mon avis, M. Tarab, qui est venu dire à partir de ce rocher d'osphate, on peut faire énormément de choses. Et on a vu beaucoup de projets industriels qui sont installés, que ce soit à Safi ou à Jorf, pour pouvoir effectivement insuffler un nouveau souffle à notre industrie de phosphate avec des associations, avec des partenariats, avec des groupes internationaux pour pouvoir créer de la valeur. Et les derniers qu'on a vus, à mon avis, c'est très révélateur également. Il n'y a pas courant 2025, l'OCP avait lancé une usine de batterie à base de phosphate à Jorf. Voici comment on peut développer à partir de ses propres ressources des potentialités et des mécanismes pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Et je pense, comme on a dit, l'EMC, c'était l'occasion du Maroc de partager son expérience avec nos collègues africains. Et je pense que les deux groupes marocains, que ce soit Managem ou d'autres, peuvent effectivement s'inspirer et s'inscrire parfaitement dans cette démarche, en partageant d'ailleurs, Managem est présent sur le continent africain sur plusieurs sites. Ils peuvent partager avec nos amis africains cette approche pour pouvoir tirer le maximum des ressources naturelles dont regorge notre continent. Donc le Maroc peut devenir un laboratoire réglementaire exportable. Tout à fait, tout à fait. En termes de réglementation. On a des exemples concrets, comment on peut transformer une ressource brute, effectivement, en ressource qui regorge de la valeur ajoutée pour donner le maximum de profit aux populations locales et puis à nos pays africains. Est-ce qu'on peut penser aussi à une co-industrialisation de la matière première en Afrique? Et je m'explique, Anas Abdoun, est-ce que, par exemple, on peut penser un leadership régional, comme vient de l'évoquer Al-Harbi Ouassrine, et aussi en respectant la souveraineté des autres États, mais de co-créer quelque chose qui soit exportable? Peut-être savoir-faire ou peut-être aussi un exemple de minerai qui existerait au Maroc avec un autre qui existerait dans un autre pays de notre continent pour, in fine, sortir un produit final à exporter
et en Europe ou ailleurs. Oui, alors non seulement c'est souhaitable, mais en réalité c'est la seule manière de procéder objectivement parce que, et ça a été rappelé par mon collègue, vous avez une forme de prédation qui est très importante. On a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis, on peut parler aussi des sociétés de négoce suisses qui sont très présentes aussi, notamment à RDC et ailleurs sur un certain nombre de minerais. Et le cas d'école, c'est-à-dire dans la montée, la maîtrise de la chaîne de valeur, vient d'abord sur la partie de négociation contractuelle. C'est la première chose qu'on doit apprendre. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on s'est beaucoup inspiré de la montée dans la chaîne de valeur d'un certain nombre de pays moyen-orientaux qui vendaient que du brut et sont montés progressivement dans le raffinage, dans la pétrochimie. Maintenant, ils sont dans l'activité de négoce et finalement, ils maîtrisent absolument toute la chaîne de valeur. Et on voit des conséquences sur les grands groupes énergétiques mondiaux aujourd'hui qui viennent coopérer avec ces majeurs moyen-orientales. Et donc, nous sommes aussi inspirés. Donc, il y a cette transmission qui doit être faite. Mais cette transmission, elle ne peut pas simplement, effectivement, se faire au détriment des réalités et des contraintes parfois politiques, parfois logistiques, parfois géopolitiques. C'est-à-dire que lorsque vous dites le Maroc veut aider un certain nombre de pays minerais sur le développement notamment de l'industrie et de la transformation, il faut que pour ce faire, avoir effectivement le soutien d'un certain nombre de banques d'affaires, d'un certain nombre d'assurances sur l'analyse de risque. Et pour beaucoup, par exemple, la co-association entre le pays producteur et la transformation au Maroc qui serait dans une vision beaucoup moins prédatrice, et on l'a prouvé de par la diplomatie économique qui était la nôtre, eh bien je crois que c'est le meilleur moyen non seulement d'accentuer cette coopération sud-sud qui pour l'instant reste encore malheureusement beaucoup trop faible par rapport aux dynamiques économiques nord-sud, que ce soit pour le Maroc ou pour d'autres pays. Donc c'est l'occasion de leur donner un élément concret, tangible, pragmatique, premier élément. Et puis deuxième élément, ça aussi permet effectivement de monter dans la progressivité de la chaîne de valeur et pour le Maroc dans la distribution et aussi pour les pays producteurs parce qu'ils savent effectivement que cette co-association-là aura effectivement des retombées dans le partage de la valeur ajoutée beaucoup plus intéressantes que s'ils devaient effectivement dealer avec les sociétés de négoce suisses ou alors avec Washington et Pékin sur lesquels ce rapport de déséquilibre est beaucoup trop important. Et donc je crois que c'est sur cet angle-là de la coopération entre les gouvernements, entre les entreprises, entre un certain nombre d'acteurs des opérateurs économiques qu'il faut penser la co-souveraineté. Quand je dis en fait l'Afrique, c'est aussi valable pour le Maroc. Nous n'avons pas aussi le poids effectivement de jouer à armes égales face aux grandes puissances effectivement qui ont besoin de ces ressources qui en plus sont considérées comme stratégiques dans l'intelligence artificielle, dans la haute technologie militaire. Et donc c'est très important pour eux. Et donc ils ont tendance peut-être à être un peu plus agressif que pour d'autres ressources. C'est en la jouant collectif, notamment d'abord avec ce cadre légal, effectivement, mais aussi un cadre d'association, de partenariat, de co-distribution et de production, qu'on pourra effectivement porter plus de poids face à ces géants-là, à l'image d'ailleurs d'un certain nombre de pays de l'Union européenne qui démographiquement, économiquement sont très faibles, mais en donnant une partie de leur souveraineté de négociation sur les grands dossiers économiques à la Commission européenne, on crée ce rapport de force. Je pense que c'est vers cela, sur la logique des minerais qu'il faut tendre. Et je pense que vous avez évoqué l'exemple de l'Union européenne, la naissance de l'Union européenne. C'est la CECA parce que c'était des ressources stratégiques. Stratégiques, à l'époque, c'était le charbon. Le charbon et l'acier. Alors maintenant, on a le gaz. Donc ça me fait un peu la transition aussi sur ce gazoduc. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de leverager un peu cette coopération dans le secteur minier? C'est-à-dire, et parlons-en, parce que vous avez parlé de risques, de financement, Anas Abdoun, quelle combinaison de financement de ce projet quand même qui coûterait autour de 25 milliards de dollars, qui avance, selon les déclarations de la patronne de l'ONIM, aussi de la ministre de la Transition énergétique marocaine, mais aussi de leurs confrères nigérians. Alors, quelle est la combinaison de financement qui vous semble la plus crédible pour ce méga-projet? Quelle garantie de remboursement aussi ou de régulation serait nécessaire selon vous? Alors, dans ce type de projet, d'ailleurs, on a souvent des financements multiples. Il ne faut pas penser que c'est simplement un ou deux États qui vont s'arranger la facture. On est loin des dynamiques entre Nord Stream, la Russie et l'Allemagne, et c'est 6 milliards chacun, et puis on avance. Parce que la géographie est différente, le but est différent, et puis la finalité aussi différente. Il faut ne pas oublier que c'est un projet, effectivement, le gazoduc Maroc-Nigéria, qui était renommé d'ailleurs gazoduc Afrique-Atlantique, donc qui part du Nigeria et qui va jusqu'au Maroc. Il faut quand même le voir que c'est un projet qui est en plusieurs phases.
Et ça, c'est absolument fondamental parce qu'il y a d'abord la phase entre le Nigeria, qui est en fait l'extension du West African Pipeline, qui existe déjà, donc c'est simplement l'extension des capacités qui va aller jusqu'au Togo, si ma mémoire est bonne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la logique de ce tronçon-là a sa propre logique économique, parce qu'il y a des pays qui sont importateurs et des pays exportateurs, et donc il y a déjà ce phénomène de rentabilité, si vous voulez. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est celle qui concerne le Sénégal, la Mauritanie jusqu'au Maroc. C'est celle qui va entrer en action, d'après les dernières communications de l'ONU, à horizon 2031. Et donc ce deuxième phasage a aussi sa propre logique économique, parce que vous avez un certain nombre de pays, le Sénégal et la Mauritanie, qui ont découvert des potentiels gaziers impressionnants, qui ont besoin de traiter ce gaz-là. Et pour traiter le gaz, vous avez 2 solutions, pas 10, il n'y en a que 2. De 2 choses l'une. Ou vous investissez sur des terminaux de liquéfaction qui coûtent extrêmement cher. Vous avez l'avantage du spot, mais ça coûte extrêmement cher. Et vous n'allez pas entrer en concurrence avec les États-Unis, avec le Qatar. Il faut avoir aussi le budget, effectivement, pour aller sur la liquéfaction de ces quantités-là. Ou alors, vous faites au plus simple, qui est en fait l'exportation à travers un gazoduc et en pipeline. Lorsqu'on évoquait le sujet du gazoduc nigérien au Maroc en 2016, ces pays n'avaient pas encore découvert le potentiel gazier. Exact. Et donc, ils avaient embarqué dans une logique importateur. Or, maintenant, ils cherchent à exporter. Et donc, là, il y a une propre logique économique parce que vous avez des pays exportateurs qui cherchent des voies logistiques d'exportation. Et donc là, sur ces 2 phases-là, donc la phase Nigeria, West African Pipeline et Sénégal-Mauritanie vers le Maroc, avec le lien en GME, ce sont des logiques économiques qui sont déjà financées. Et puis ensuite, effectivement, le gros challenge, c'est joindre effectivement ces 2 bouts, où là, il n'y a pas vraiment de logique économique. Et bien là, vous avez un certain nombre d'États membres effectivement qui vont devoir financer. Vous avez aussi ce qu'on appelle les off-take, c'est-à-dire effectivement les sociétés qui sont déjà intéressées pour l'importation de cette énergie-là, notamment les Espagnols avec Naturgy Energy. On sait déjà qu'il y a des négociations qui sont déjà en cours. Et puis un certain nombre de banques d'affaires qui voient non seulement le potentiel en termes d'énergie, mais aussi le potentiel en termes d'industrialisation. Vous parlez de la European Investment Bank, de la Islamic Development Bank, qui sont annoncés comme partenaires potentiels. L'OPEP aussi est un partenaire potentiel. La Banque africaine de développement est un partenaire potentiel. Est-ce qu'ils peuvent influer aussi sur, par exemple, la gouvernance ou ces modèles économiques que vous évoquiez tout à l'heure? En fait, la gouvernance sur la manière de gérer le projet de gazoduc, de flux, des importations, des exportations et des logiques économiques, elle est déjà actée. Oui. On attend une signature officielle qui va venir, je pense, soit d'ici la fin de l'année ou peut-être après. Mais les bailleurs de fonds internationaux n'ont rien à voir là-dedans. Non, en fait, les bailleurs de fonds, en fait, si, ils n'influent pas sur la gouvernance, mais ils ont besoin de voir l'état de la gouvernance pour voir si l'investissement est rentable ou pas. En parlant de rentabilité d'investissement, avec un investissement donc de 25 milliards de dirhams, quel rendement interne ce qu'on appelle l'IRR, de dollars, bien sûr. On aurait souhaité que ce soit 25 milliards de dirhams. Merci pour la correction, cher Anas Abdoun. 25 milliards de dollars. Quel rendement interne ou IRR serait attendu pour ce genre de projet ou pour justifier justement cette opération, grosse opération d'investissement l'Arbi Wasri? Oui, sur le plan financier, on parle d'un rendement de 12%. Donc c'est déjà un bon rendement. Maintenant, à mon avis, pour le joindre à ce qu'on a discuté tout à l'heure sur la partie minière. Oui. Beaucoup des pays de transit de ce gazoduc, effectivement, ont besoin de l'énergie. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut rappeler que notre continent africain, on a à peine 15% de la population qui a accès à l'énergie électrique. Donc, un des objectifs, effectivement, de ce gazoduc, c'est permettre à ces 13 pays de transit qui n'ont pas accès ou qui sont sous-équipés en électricité d'avoir accès à l'énergie électrique. En ayant ouvert cette opportunité pour l'accès à l'électricité, en fait, le gazoduc va ouvrir des potentialités énormes sur le plan économique et sur le plan social. Sur le plan économique, beaucoup de mines, effectivement, ont besoin d'énergie électrique. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont sous-exploités ou mal exploités ou pas du tout exploités parce qu'on n'a pas de l'énergie pour pouvoir les fonctionner. Donc, à mon avis, avec ce gazoduc, on va offrir au secteur minier africain une nouvelle vie où lui permettons d'accéder à une énergie électrique qui est disponible, qui va remplacer l'état actuel des choses où l'énergie électrique n'est pas du tout disponible ou sous-disponible ou peu disponible. À mon avis, c'est un des enjeux clairs de ce gazoduc. L'électrification. Juste pour compléter par rapport à l'analyse qui a été faite par CNS, effectivement, le contrat a été annoncé pour fin 2025.
Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a aucun écho sur la sobriété effective, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit la complexité du projet. On parle de 13 pays, on parle des montants énormes quand même. On parle de 25 milliards de dollars. Aujourd'hui, que les États elles-mêmes, à un moment ou à un autre, il faut qu'ils contribuent à ce projet. Et il est inadmissible ou inimaginable que toute la partie financière se fasse par un crédit ou par des prêts. Même des institutions financières internationales, à mon avis, ne vont pas financer la totalité. Nous ne finançons qu'une partie de ce projet. 25 milliards de dollars, c'est beaucoup, c'est un montant énorme. Il faut également que les pays s'engagent. Avec la stabilité politique, à mon avis, comme un enjeu majeur. On a vu ce qui se passe aujourd'hui sur un certain nombre de pays du Sahel, effectivement, où l'instabilité politique a déstabilisé un peu l'intérêt des investisseurs pour ces pays. Donc, à mon avis, c'est un critère très important pour pouvoir accéder au financement. Et comment ce projet peut sécuriser aussi les approvisionnements en gaz à Nasabdoun, notamment à cause des fluctuations de production? Oui, alors, juste pour répondre à ce qui a été dit, quand je disais 2031, c'est vraiment la partie Sénégal, Mauritanie, Maroc, et pas tout l'ensemble du projet. Cela dit, c'est possible que ce soit retardé, ça j'en conviens naturellement. Pour la question de la sécurisation des flux, c'est fondamental parce que il est beaucoup plus... Alors pour les pays importateurs, il faut bien comprendre que souvent il y a un mauvais calcul qui est fait. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu la consommation d'énergie ou notamment de gaz naturel. On se dit voilà la facture ou les besoins d'importation. Juste pour le Maroc, si demain effectivement ce gazoduc est relié, qu'on a la possibilité d'importer le gaz naturel du Sénégal, de la Mauritanie, mais aussi de Côte d'Ivoire, de Ghana, parce que c'est devenu des pays exportateurs, ainsi que du Nigeria. Je rappelle qu'il y a 5 pays exportateurs, producteurs et donc exportateurs potentiels, et bien effectivement nos propres besoins vont changer parce que les importations en gaz naturel sont encore faibles. Le gros de notre électricité vient du charbon, mais il faut aussi comprendre que même notre stratégie de croissance industrielle est limitée. La stratégie de croissance industrielle qui est la nôtre n'est pas simplement limitée, alors qu'on dit qu'il y a un problème d'industrialisation, c'est vrai qu'on a un petit peu ralenti ces derniers temps, c'est pas parce qu'on n'a pas la compétitivité ou le cadre légal, etc. Je veux dire, si demain vous aviez un chamboulement géoéconomique et vous avez des acteurs économiques qui vous disent on veut ouvrir 100 ou 200 usines dans les 2 prochaines années, on ne peut pas suivre parce qu'on n'a pas la fourniture en termes d'énergie. Et donc l'importation massive, notamment de gaz naturel, permet un plus grand élan dans l'industrialisation, sachant que le gaz naturel est l'énergie la plus efficiente et la plus compétitive pour l'industrie, notamment l'industrie lourde. Ce sur quoi on a souvent limité nos prospects justement par manque d'énergie. Et donc il ne s'agit pas simplement, je dirais, on montre souvent le gazoduc Maroc-Nigeria comme un gazoduc de remplacement par rapport à la crise russe, par rapport à l'Union européenne. En fait, l'Union européenne prendra les restes de ce que les pays ont besoin. Mon collègue disait, l'extraction minière est une extraction qui est extrêmement énergivore. Oui. Et donc, vous avez besoin de gaz naturel. Plus de gaz naturel augmente votre capacité effectivement de production, non seulement en termes d'extraction, mais aussi de transformation. Et pour le Maroc, c'est un élément aussi d'industrialisation considérable. Pour les pays exportateurs, effectivement, c'est beaucoup plus facile de réguler les flux dans les exportations de gazoduc, surtout quand il est partagé, plutôt que quand vous êtes seul face à un terminal de liquéfaction, où là, effectivement, les marchés spot peuvent vous jouer des coups très durs lorsque les prix sont au plus bas. Les prix, en parlant de prix, oui, les prix de l'énergie les plus intéressants aujourd'hui, c'est l'énergie renouvelable, pas à partir du gaz. Oui, mais l'énergie renouvelable, sur les gros projets industriels, on n'en a pas encore vu, l'intermittence, tout ça. Je parle vraiment dans la potentialité de croissance industrielle, quoi. Pas l'électricité de chez soi à la maison. Tout à fait. Non, c'est l'électricité industrielle aujourd'hui, voilà. Que ce soit moyenne ou très haute tension, effectivement, c'est l'énergie renouvelable parce que, mais avec les prix toujours adossés à de l'hydrocarbure. Que nos Maroc, effectivement, sont très, très intéressants. Est-ce qu'on peut penser justement à un mix énergétique, notamment dans cet objectif très ambitieux du Maroc, d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique? Est-ce qu'on peut envisager cela sans GNL? Aujourd'hui, le Maroc, à mon avis, surtout ces 2 dernières années, on a plus ou moins, à mon avis, une idée très claire sur notre mix, pas énergétique, mais plus mix électrique. Avec les projets lancés encore en 2025, notamment la station de Wahda,
pour pouvoir installer trois nouvelles unités qui vont fonctionner avec du gaz naturel. Est-ce que c'est en remplacement au charbon? Non. C'est pour assurer la stabilité du réseau, pour pouvoir permettre aux énergies renouvelables de monter dans notre mix électrique. Parce que c'est vrai, le problème d'intermittence sur les énergies renouvelables pose problème aujourd'hui. D'où la nécessité justement de s'appuyer aussi sur le gaz. Tout à fait. Pour atteindre ce mix énergétique ou électrique. On a plusieurs projets en cours, d'ailleurs sur l'appel d'offres qui n'est pas encore lancé, mais qui va être lancé pour pouvoir construire la connexion du gazoduc à partir de Nador Westmed jusqu'à le gazoduc Maghreb-Europe. Avec la station, avec les nouvelles unités électriques à Nador, d'une capacité de 1000 MW, qui va fonctionner au gaz naturel. Il y a 2 appels d'offres qui ont été lancés par l'ONE pour pouvoir remplacer des unités actuelles qui tournent au fioul avec du gaz naturel, notamment à Khnitra et à Mohammedia. C'est pour cela d'ailleurs, sur les projets de l'appel d'offres qui va être lancé, on a la suite du gazoduc qui va aller jusqu'à les centrales de Khnitra et puis de Mohammedia. C'est pour permettre d'offrir à ces centrales une nouvelle vie, parce qu'on va arrêter le charbon à un certain horizon, on va arrêter le fioul également. Vous pensez qu'on peut sortir du fioul dans les prochaines années? Mais pas de suite, à mon avis, dans 5-10 ans, oui, c'est très possible. Donc cela va nous permettre, et puis tout à fait comme a dit CNS, ça va permettre à notre consommation de gaz naturel aujourd'hui, qui est aux alentours un peu moins 900 millions de mètres cubes par an, de monter un peu plus si les besoins vont monter à l'avenir. Mais c'est vrai, on a besoin de gaz naturel pour pouvoir tourner notre économie, notamment notre électricité, que ce soit en phase transitoire pour pouvoir arriver à la maturité de notre système électrique, où la prédominance de l'énergie solaire et éolienne va être importante. Ce n'est pas encore le cas. Donc, d'ici 2000, et puis avec les centrales du charbon qui sont encore là, et malheureusement, on est obligé d'en acheter jusqu'à 2040-2045. Donc, en charbon et en fioul. Non, au charbon, parce qu'on a des contrats fermes d'achat d'électricité produite sur les centrales de Jorf et Asfi jusqu'à 2045. Donc, ils ont encore une vingtaine d'années à tourner. Donc, d'ici là, à mon avis, progressivement, on va acter notre sortie de charbon d'ici là. Mais entre-temps, avec les besoins qui progressent et puis les nouvelles opportunités industrielles qui vont s'offrir au Maroc, on a besoin d'une électricité propre. Et je pense que le gaz va contribuer énormément sur cette dynamique. Un mot d'abord sur Nador Westmed et son impact justement sur l'avenir gazier dans notre royaume, Anas Abdou. Alors, Nador Westmed, pour moi, c'est un projet qui est vraiment d'envergure, une stratégie. Surtout en ce moment, on parle beaucoup de Dakhla Atlantique comme étant effectivement un projet stratégique, notamment au sud. Il l'est. Et parfois, il lance un petit peu d'ombre à Nador Westmed, qui, à mon sens, peut être un élément pivot de la stratégie énergétique, non seulement pour le Maroc, mais encore plus d'ailleurs pour la reconfiguration globale, parce que Nador Westmed, en plus effectivement du terminal dont on a parlé, a tout un volet hydrocarbures qui est foncièrement important, parce que la manière dont était organisé l'ensemble de l'énergie et des flux de l'énergie, vous avez toujours des centres et des hubs de stockage et de négoce dans le monde entier. Vous en avez à Houston, vous en avez à Rotterdam, Amsterdam, Anvers pour l'Europe, Fujairah qui traite toute l'énergie du Moyen-Orient, et Singapour pour l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Je vous le mets dans le mille. La seule région qui n'en a pas, c'est en Afrique, et pour cause, tout ça est effectivement transformé en Europe du Nord. Sous-traité. Effectivement, alors on sous-traite pour le coup, et on ne prend pas la valeur ajoutée de cette sous-traitance justement. Et donc là, il y a une vraie opportunité, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent effectivement entrer sur les marchés africains, soit parce qu'il y a des capacités d'export de plus en plus importantes, mais aussi le marché africain étant en pleine croissance démographique et économique, eh bien vous avez des capacités d'importation de plus en plus importantes. Et dans ces capacités d'importation, le principal frein n'est pas en fait le vendre le brut ou le produit raffiné à un certain nombre de pays dans le continent, c'est les capacités de stockage. C'est-à-dire quand vous avez un grand pays du Moyen-Orient qui veut exporter en Afrique de l'Ouest, qui dit moi je veux bien effectivement vous répondre à cet appel d'offres dans vos besoins annuels, mais je ne vais pas vous envoyer un navire tous les 15 jours, vous envoyez ça en 3 ou 4 fois et c'est réglé. Et là on a un problème au niveau d'un
d'un certain nombre de pays, c'est que premièrement, au niveau des ports et des infrastructures portuaires, parce que les Moyen-Orientaux sont habitués à travailler avec les Asiatiques, qui sont déjà en pointe en termes de capacité de stockage et au niveau portuaire. Là, au niveau d'un certain nombre de pays africains, on n'a pas les ports avec des tirants d'eau capables de ramener les grands pétroliers, donc on n'est pas capable de recevoir la marchandise, et quand bien même on serait capable de recevoir le navire, eh bien on n'a pas la capacité de stockage. Et donc, il y a un besoin sur le marché d'une capacité de stockage régionale en termes de brut et de produits raffinés. Et il y a un certain nombre de pays effectivement qui concourent parce que c'est des potentiels sur plusieurs milliards de dollars de revenus pour le pays qui sait se positionner là-dessus. Vous avez donc le Maroc avec Nador Westmed en fait, qui joue parfaitement à la carte de l'alignement atlantique proche de la Méditerranée, un certain nombre d'accords de libre-échange avec l'Afrique de l'Ouest, effectivement des capacités portuaires. On parle de quelle capacité, de quelle échelle de capacité de stockage par exemple? Ah, c'est les chiffres, il faudra voir au niveau officiel, mais c'est des hectares et des hectares de capacité de stockage. On parle de millions de barils de stockage. On parle sur la partie hydrocarbures, il est prévu 25 millions de tonnes de transbordement de trafic transporté via le Que représente cela quand on dit 25 millions de tonnes? Je vous dis, c'est 3 fois la consommation du Maroc, par exemple. Oui, comme un pays comme le Maroc. Oui, le Maroc, sur la partie liquide, si vous additionnez le gasoil super et le jet, c'est aux alentours de 8 millions de mètres cubes. Si vous ajoutez le fioul, c'est à peu près 1 million, 1,2 million, donc c'est 9 milliards. Vous avez là un trafic qui est prévu de 25 millions, c'est à peu près 2 fois et demi, 3 fois le chiffre la consommation d'un pays comme le Maroc, qui est quand même, par rapport à notre continent, par exemple, c'est un bon consommateur. Un bon consommateur. Et puis vous avez le flux, c'est-à-dire que la capacité de stockage, elle n'est pas, quand on donne un chiffre sur la capacité de stockage, c'est pas à l'année, c'est-à-dire que vous avez des entrants et des entrants, donc après c'est x8 si je prends les standards internationaux. Et donc vous avez là, en fait l'idée c'est qu'on cherche un point d'ancrage pour alimenter toute la région. Quand je dis toute la région, c'est à peu près toute l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique du Sud avec Engen et les terminaux pétroliers s'occupe de la partie Est et Sud. Et donc là, vous avez un marché, vous avez les Égyptiens qui jouent très bien le rôle avec le canal de Suez et qui essayent d'approcher un certain nombre d'entreprises, et Nador Westmed qui se positionne. Donc il y a une véritable guerre économique, osons le mot, pour qui remportera effectivement ce marché-là, qui se chiffre encore une fois à plusieurs milliards de dollars. Et donc Nador Westmed sera le pivot du flux de distribution, d'importation et d'exportation des produits hydrocarbures au niveau de l'Afrique. À mon avis, moi je suis très optimiste pour Nador Westmed. Je pense qu'on va vivre, Inch'Allah, dans les années à venir, une nouvelle success story comme Tanger Med. Parce que c'est la même entité qui gère les deux entités. Et puis le besoin est là pour la partie hydrocarbures, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai, il y a une partie pour le transportement des conteneurs également, aux alentours de 2,5 millions, 2 millions d'équivalents 20 pieds. Et puis il y a pour la partie hydrocarbures, comme j'ai dit, 25 millions de tonnes de trafic prévu. Et puis un terminal charbonnier, mais je pense qu'il va être abandonné parce que tout le monde aujourd'hui va sortir du charbon, donc ça va être abandonné au profit d'autres infrastructures, effectivement, sur le port de Nador Westmed. Et une question aussi d'actualité, c'est la transformation de l'ONIM en SONIM. L'ouverture donc de capital de la future SONIM peut-elle dynamiser l'investissement privé sans fragiliser les intérêts stratégiques de l'État? Nassabedoun. Non, on est dans la continuité des benchmarks internationaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ONIM est en charge d'un certain nombre de projets stratégiques qui nécessitent une coopération internationale, notamment celle du gazoduc avec le Nigeria et la NNPC, eh bien effectivement, vous devez créer une entité capable effectivement de prendre des parts de marché, parce qu'auquel cas, c'est toujours problématique dans les accords multilatéraux que vous avez une entreprise étatique. L'idée, effectivement, c'est de rassurer les marchés. Ça ne veut pas dire que la société, bien qu'elle soit privée, va à l'encontre de l'intérêt de l'État. Je pense que tout ceci est maîtrisé. C'est comme ce qu'on voit en fait, c'est très commun dans l'industrie pétrolière de créer effectivement des sociétés anonymes, même si elles sont de base, viennent de l'administration et de l'État. L'idée, effectivement, c'est que toute la partie effectivement contractuelle et de coopération économique et internationale, ça facilite beaucoup tout ce qui est élément contractuel. Donc en fait, on va simplement dans la continuité de ce qui se fait dans le monde. À mon avis, ça répond à deux objectifs. Le premier, c'est un chantier qui a été lancé par le Maroc pour pouvoir réformer toutes les administrations publiques, et les sociétés, les offices, les établissements publics. Et pour cela, on a créé une agence spéciale pour ça. Et puis, on a regardé quelles sont les premières institutions, les premiers organismes qui pouvaient effectivement faire ce passage d'une
soit d'un office ou d'un établissement public, vers une société privée. Je pense que les deux premières élus, c'était l'ONDA, c'est l'Office des aéroports, et puis l'ONIM. Il a le deuxième objectif pour l'ONIM, parce que l'ONIM va s'engager sur le projet du gazoduc, à mon avis. Il a besoin de lever de ressources. Comme c'est elle qui va représenter le Maroc avec son contrepartie au niveau de Nigeria. Donc, à mon avis, il fallait que l'entité ait les possibilités et les moyens pour pouvoir lever des ressources. Donc, ce passage d'un office vers une société, à mon avis, tout à fait logique, dans cette nouvelle dynamique qu'on veut attribuer effectivement à l'ONIM, à la future SONIM, qui va avoir l'accès au marché financier, qui va avoir la possibilité d'emprunter, qui va avoir la possibilité d'investir sur différents créneaux. Et qui va avoir la possibilité d'inclure aussi dans son tour de table des investisseurs privés. D'où ma question sur le contrôle stratégique de l'État. Est-ce qu'il ne risque pas d'être fragilisé? Non, d'ailleurs, sur le projet de loi qui a été soumis au Parlement, je pense, le mois dernier, pour passer le circuit législatif, il est bien mentionné quand même cette ouverture du capital va laisser à l'État la majorité et le contrôle de cette société. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans une logique d'ouverture totale ou désordonnée de la SONIM. On va garder comme l'État. Une privatisation. Tout à fait. Donc l'État va garder le contrôle sur. Contrôler, voilà. L'État va garder la main effectivement sur la SONIM. Alors l'État garde la main aussi sur ce code minier qui a été réformé aussi, la Albi Wasrine. Est-ce que cela suffit pour accueillir les nouvelles chaînes de valeur, notamment des métaux critiques chez nous? Oui, on l'attend d'ailleurs. On l'attend, je pense qu'il est prévu pour l'année prochaine. Hein. On dit qu'il est prêt. Il est prêt. Mais entre le prêt et sa apparition définitive, à mon avis, il y a toujours un décalage. Mais à mon avis, c'est un aboutissement tout à fait naturel. On a dit au départ, quand on parlait sur la partie IMC à Marrakech, que la partie mine, effectivement, contribue aux alentours de 10% au PIB marocain. On avait beaucoup de possibilités sur le secteur minier. Mais cela, beaucoup de freins également, beaucoup de paperasse administrative qui freinent à peu près pour l'investisseur privé, l'accès effectivement à l'investissement sur ça. À mon avis, avec le code minier, et puis avec un cadastre minier qui va être publié, ça, à mon avis, c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, pendant des années, on a toujours entendu parler d'un cadastre minier qui va offrir aux citoyens lambda, aux investisseurs, la possibilité d'avoir où sont les possibilités d'investir sur le territoire marocain dans le secteur minier. Aujourd'hui, on n'a pas. Il faut aller chercher chez plusieurs administrations, plusieurs directions, plusieurs provinces pour pouvoir avoir un état réel de notre potentiel minier. Avec ce cadastre minier, qui fait partie d'ailleurs intégrante du nouveau code minier, on va offrir aux investisseurs la possibilité d'une visibilité, à mon avis, plus claire, les moyens techniques et avec une géolocalisation sur tout le territoire des possibilités offertes, une simplification des procédures pour pouvoir accéder aux terrains avec les possibilités qui vont s'offrir sur le secteur minier. À mon avis, ça va être une belle opportunité pour pouvoir offrir au secteur minier, aux investisseurs également, cette possibilité d'investir dans un secteur qui, à mon avis, qui est très, très porteur pour le Maroc. D'ailleurs, beaucoup de notre territoire est mal connu encore, est mal répertorié. Mal répertorié, est-ce qu'il est prisé, Anas Abdoun? Si oui, par qui? Alors, il est prisé, oui, mais alors c'est toujours intéressant, c'est qu'effectivement, quand il y a des grandes entreprises qu'on appelle les majors chez les miniers comme chez les pétroliers, avant de regarder le potentiel, ils regardent effectivement la législation. Vous pouvez avoir le plus grand potentiel du monde. Si la législation, si le cadre réglementaire n'est pas intéressant, on ne viendra pas investir chez vous. C'est la première des choses qu'on regarde. Ensuite, élément de stabilité, bon, ça ne nous concerne pas. Alhamdoulilah, tout va bien chez nous. Et puis ensuite, effectivement, le potentiel. Et donc, ce qui est intéressant, pourquoi effectivement je crois que, moi je rejoins ce qui a été dit, il faut absolument réformer ce code minier, parce qu'il y a une différence fondamentale pour ces grandes entreprises-là il y a 15 ans et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait quelques pays miniers sur lesquels effectivement on pouvait jeter nos dévolus ou nos intérêts, mais aujourd'hui avec la révolution, je dirais, des mutations économiques et l'apparition des mines comme étant un élément structurant de la stratégie de développement économique, je disais en fait les mines, je ne dis pas qu'elles remplacent les hydrocarbures, mais en termes de stratégie, elles deviennent tout aussi
importante. Et donc forcément, il y a plein de pays qui passaient sous la carte ou sous le radar des grandes entreprises minières qui aujourd'hui, au vu des découvertes des nouveaux composants, sont sous le radar. Un type d'exemple, c'est que le semi-conducteur, on parle souvent des semi-conducteurs, il y a 30 ans, prenait à peu près 10 composants dans le calendrier périodique. Il y en a plus en termes de mines, je crois que c'est le triple maintenant. Et donc ça vous montre un petit peu la complexité. Ce que je veux dire par là, c'est que la compétition est beaucoup plus importante. Le nombre de pays potentiellement intéressants pour ces sociétés minières sont beaucoup plus importantes. Et donc vous devez jouer encore plus la carte de la compétitivité, en termes de législation et d'attractivité. Et donc il faut se tenir à la page et ne pas rester sur des législations qui n'ont pas suivi les mutations économiques et stratégiques qu'on a vues ces 10 dernières années. C'est très récent. Nous sommes en pleine mutation énergétique. C'est le dernier chapitre de cet épisode de Questions d'actu. Il s'agit donc de ce nouveau paysage énergétique où se situe la Samir, messieurs. Dans ce nouveau paysage, est-ce que nous pouvons, parce que c'est une question que se pose beaucoup, nous pouvons effectivement réduire notre vulnérabilité face aux hydrocarbures notamment et leur volatilité sur les marchés sans remettre en activité un outil de raffinage stratégique qu'est la Samir? À mon avis, c'est un de nos points faibles aujourd'hui, c'est de ne pas avoir une raffinerie. À mon avis, c'est la même conclusion qui a été faite par le Conseil de la concurrence à travers son avis déjà paru en 2019. À 2019, un avis consultatif qui a été émis par le Conseil, dans lequel la première recommandation, elle recommande clairement, d'une manière sans ambiguïté, que pour sécuriser l'approvisionnement d'énergie du Maroc, il faudra voir la possibilité de redémarrer la Samir ou ailleurs, d'ailleurs, investir sur une nouvelle raffinerie. Parce qu'aujourd'hui, un de nos problèmes aujourd'hui, on a vu ça avec l'histoire des sociétés pétrolières, avec le Conseil de la concurrence, il y avait un contrepoids malheureusement sur le marché qui est celui de la raffinage. Aujourd'hui, ce contrepoids n'existe pas. Donc, tout le marché se trouve aujourd'hui face à une partie qui est très dominante, qui est les distributeurs importateurs. Et malheureusement, on a vu tous les épisodes avec la sanction du Conseil de la concurrence, etc., qui durent encore, avec beaucoup de soupçons effectivement sur ce marché. À mon avis, avec une raffinerie, ça va nous permettre plus d'autonomie, plus de possibilités sur le marché local d'accéder à une sécurité énergétique. Il a également, c'est un des éléments importants pour le Maroc. Est-ce que le Maroc doit peut-être intégrer la Samir à la future architecture SONIM? Ça, c'est possible. Mais à mon avis, sur la partie... maintenir une séparation institutionnelle, à mon avis, c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, Samir, c'est une entité privée. Oui. Est-ce qu'il va être reprise, nationalisé? Ça, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, Est-ce que ça pourrait être une solution, justement, pour remettre en marche cette raffinerie? Oui, à mon avis, oui. D'ailleurs, l'outil, à mon avis, il peut toujours... C'est vrai, il faudra investir là-dessus, mais l'outil peut toujours travailler, marcher. Alors, produire. pour que cet outil puisse retravailler, il faudrait qu'il trouve un modèle économique viable dans un marché mondial où les marges des raffineries sont très, très instables, Anas Abdoun. Oui, alors, sur la partie de la SONIM, moi, je ne pense pas, parce que là, on est quand même dans le downstream. La SONIM s'occupe plus, effectivement, de tout ce qui est upstream, c'est-à-dire ce qu'il y a sur l'exploitation du sol et pas forcément dans la distribution. C'est un autre métier. C'est un autre métier, c'est pas du tout les mêmes mandats, et donc, je ne pense pas. Sur la question de la Samir, c'est un débat qui cristallise beaucoup au Maroc. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une problématique marocaine. Les fermetures des raffineries, c'est un phénomène qui est global. Il y a des raffineries qui ferment aux États-Unis alors que c'est un pays producteur. Vous avez des raffineries qui ferment au Canada, en Amérique latine. En Europe, c'est l'hécatombe, ça ferme massivement, peut-être à part l'exception de l'Europe du Nord, parce qu'en fait, ce n'est pas un marché local. En Afrique, c'est le cas. Il y a 2 endroits au monde où on continue effectivement d'opérer, où on augmente la capacité de raffinage. C'est l'Asie, parce qu'il y a des croissances économiques et démographiques, et donc vous avez besoin de plus de raffineries. Et au Moyen-Orient, on continue à agrandir les capacités de raffinage pour exporter. Et donc finalement, dans je dirais... cette économie qui est ultra concurrentielle, on va dans une économie qui est extrêmement spécialisée. Aujourd'hui, l'idée d'avoir, en tout cas vers ce pour quoi on tend, c'est-à-dire l'idée que chaque pays qui est importateur a sa propre raffinerie, est en fait complètement révolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle souvent de la Samir comme
un outil dans la souveraineté, il faut savoir où est-ce que vous mettez effectivement le débat entre la souveraineté et l'économie. Parce qu'aujourd'hui, là, on est à un baril qui est à peu près à $60. Si la raffinerie de la Samir opérait, vos importations coûtent moins cher que ce qu'elle pourrait raffiner et ramener sur le marché. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, il faut bien comprendre que de deux choses l'une, soit vous allez vers la souveraineté, et donc là, c'est un engagement financier économique pour la souveraineté. Est-ce que si même on va dans une politique de souveraineté, il faut d'abord aller dans des axes économiques sur lesquels on n'est pas pleinement intégré dans la chaîne de valeur? Je rappelle qu'on n'est pas producteur. Donc si vous n'importez pas de carburant, vous continuez à importer de brut. Votre dépendance à l'étranger est la même. Et je ne crois pas honnêtement que ce soit une priorité, même au niveau même si on a le prisme idéologique de la souveraineté. Et encore une fois, pour mettre l'emphase là-dessus, vous avez des grandes majors, Total Energy, BP, ENI, qui ferment des raffineries en Europe parce que la marge de raffinage est extrêmement faible. Et vous avez des pays qui se spécialisent. Et surtout instable. Elle n'est pas faible, elle dépend en fait du prix du baril. Non, c'est-à-dire que même, je m'explique. Alors effectivement, elle dépend du prix du baril. C'est-à-dire que là, on est à $60 le baril, je ne vais pas regarder, mais à peu près. Là maintenant, nos importations coûtent moins cher que si elle était produite localement. Si vous montez à $70, nos importations coûtent encore moins cher. Et donc, ça a un coût, la souveraineté a un coût. Il faut bien le comprendre. Quand je dis aussi que les marges sont moins faibles, c'est-à-dire que même dans les grands énergéticiens européens, British Petroleum, ENI, Total Energy, tous dans leur activité upstream, midstream et downstream, c'est-à-dire donc dans l'amont, la distribution et l'aval, c'est le downstream qui est le moins rentable. C'est-à-dire dans l'activité de raffinage, c'est là où ils ont tendance effectivement à laisser le marché aux Moyen-Orientaux qui sont extrêmement agressifs parce que ils ont le brut chez eux et donc ils ne payent pas l'importation du brut. Deuxièmement, leur raffinerie, ce n'est pas la raffinerie qu'on a à Mohammedia, les raffineries du Moyen-Orient, c'est la taille de Mohammedia, c'est des capacités de raffinage qui dépassent de loin les échelles que l'on a, et même pour des pays producteurs, vous regardez par exemple ce qui s'est passé au Nigeria, une vingtaine de milliards d'investis pour une grande raffinerie, vous avez des vrais problèmes structurels. Aujourd'hui, il y a une surspécialisation géographique, à l'image par exemple de la construction navale. On sait aujourd'hui que tout se passe entre Corée du Sud et la Chine. La globalisation tend effectivement à sectoriser un certain nombre d'activités, notamment celle du raffinage. Donc pour vous, ça n'aurait aucun impact potentiel sur notre balance commerciale si on venait à redémarrer la Samir? Alors, ça peut avoir un impact minime si les barils, effectivement, commencent à s'envoler. Donc, quand on est à $85 et au-dessus, là, effectivement, la Samir devient plus rentable, mais sur des quantités finalement minimes. Non, mais ça va. Et si quand on est... quantités aussi, elle peut aussi servir, puisque comme ça nous fait aussi, pour la boucle est bouclée, avec cette ambition d'avoir aussi ces corridors africains qui soient... Alors là, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que... Sur ces fameux OCT. Oui, le lien est... Très bonne transition. Le lien est intéressant parce que quand vous pensez à des infrastructures, à Nador-Westmed, comme des centres de stockage, etc., ils doivent être adossés à des raffineries. C'est complètement logique. Sauf que ça n'est pas à l'État d'investir sur ces raffineries-là. Quand vous avez des raffineries à Singapour, à Rotterdam, à Anvers et à Amsterdam, ce n'est pas les Pays-Bas ou Singapour ou les Émirats arabes unis à Fujairah qui ont investi sur ces raffineries-là. C'est les opérateurs économiques qui veulent investir sur ce marché-là. Et donc, quand vous avez un certain nombre d'entreprises qui disent « Moi, j'ai besoin, par exemple, d'importer du brut qui est africain, mais moi, mes raffineries sont en pleine capacité ou alors les niveaux de spécification de pétrolière ne sont pas les bonnes, il y a aussi un besoin de raffinage. Donc vous pouvez créer encore une fois le cadre légal, mais ce n'est pas, à mon sens, au Maroc, avec le contexte économique qui est le sien et le fait qu'on n'est pas un pays producteur, donc on n'est même pas dans une logique effectivement de compléter la chaîne de valeur, on doit investir dans la raffinerie. Ensuite, qu'elle doit ouvrir, qu'elle ne doit pas ouvrir, bon ça c'est un débat judiciaire, mais construire une nouvelle raffinerie sur les deniers publics, j'y crois pas. Oui, pour compléter et conclure. Oui, pour conclure. La problématique du Maroc, c'est que même en important un produit plus intéressant sur le plan économique et sur le plan financier ou du prix, le consommateur n'a pas accès à ce prix. C'est ça. Il lui est plus intéressant que la raffinerie lui vend son produit fini à un prix qu'on peut estimer que d'acheter chez les distributeurs. Oui, ça coûte moins cher de réguler la distribution quand même. Voilà, parce que c'est-à-dire que la distribution aujourd'hui... Ah, ça c'est vous qui le dites. Se fait une marge beaucoup plus importante que celle que la raffinerie locale, mais ça c'est... Ça va faire l'objet d'un autre débat. Certainement. Plus au détail. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Labi Wasrine. Toujours un plaisir de vous accueillir et un plaisir renouvelé aussi de vous accueillir et de débattre avec vous sur des sujets aussi vitaux. Merci, Anas Abdon.
Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée à toutes et à tous.